Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous synchrone qui vous est proposé par le service de soutien à l'enseignement. Mon nom est Marthe Giguère, je suis conseillère pédagogique. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir mesdames Marie-Claude Bédard et Karine Lemay, qui sont toutes deux intervenantes psychosociales au Centre d'aide aux étudiants. Et la proposition qu'elles nous font aujourd'hui, c'est donc un atelier qui porte le titre « La détresse psychologique chez les étudiants, des ressources à votre portée ». À la suite de la présentation qui va durer une trentaine de minutes, il y aura une séance de questions. Mais tout au long de la rencontre, s'il y a des questions qui surgissent, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et il y a ma collègue Hélène de Chambray. Hélène, tu peux nous faire coucou, bonjour. Bonjour. Donc, Hélène, qui est aussi conseillère pédagogique, qui à la fin fera le relevé des questions, puis elle les proposera donc à nos deux invités. Et s'il y a des gens qui souhaitent intervenir de vive voix, c'est le bienvenu, mais sachez qu'il y a une captation qui est faite pour permettre aux personnes qui ne peuvent être présentes de pouvoir avoir accès à cette information. Alors, si vous prenez la parole, vous acceptez que c'est enregistré. Je précise aussi que, puisqu'il est fort probable qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions pendant la séance, on fait le relevé des questions qui sont présentes dans le chat. On le laissera d'ailleurs ouvert quelques minutes après la séance. Puis, on va produire un document questions-réponses à la suite qui va être proposé à l'ensemble des personnes inscrites, puis qui sera aussi déposé à un autre endroit dont on vous donnera les coordonnées grâce à un courriel qui va être transmis à toutes les personnes inscrites à la suite de la présentation d'aujourd'hui. Alors voilà, je pense que je vous ai dit ce que je souhaitais vous partager. Je cède donc maintenant la parole à mesdames Bédard et Lemay et je souhaite à toutes et à tous une excellente séance. Merci. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Karine Lemay. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici pour vous présenter, vous faire notre présentation. Je vais faire le partage d'écran. Je ne suis pas tout à fait habituée. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien la diapo? Oui. Parfait, merci. Donc, je vais commencer dans le fond à vous faire une brève présentation de la détresse psychologique, ce que c'est en fait la détresse psychologique. Il s'agit d'un éventail de symptômes et d'expériences de la vie interne d'une personne qui sont communément considérés comme troublants, déroutants ou hors de l'ordinaire. Donc, la détresse psychologique, ça ne constitue pas en soi un trouble mental. C'est plutôt un symptôme qui indique qu'on doit s'attarder à notre santé mentale. Donc, la détresse psychologique, ça a des fonctions. Hein, ça nous indique qu'il y a un déséquilibre et une vulnérabilité qui est présent. C'est aussi, ça indique aussi qu'il y a une adaptation qui est utile et nécessaire, qui va signifier à l'individu qui a besoin de s'adapter et donc de modifier quelque chose en lui-même ou dans son environnement pour préserver son fonctionnement. J'ai deux analogies à vous présenter là, concernant la détresse. Dans le fond, la détresse psychologique est à la santé mentale ce que la fièvre est à la santé physique. C'est un symptôme qui est nécessaire et utile pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire attention, qu'il faut vérifier ce qui se passe en nous. On peut penser aussi au petit symbole là, check engine du tableau de bord de la voiture qui va s'allumer. Ça ne veut pas dire encore là que la voiture ne fonctionne plus et qu'il faut tout arrêter, débarquer de l'auto. C'est un indicateur qui nous dit, ben, vérifie, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être autant qu'il y a un problème majeur avec le moteur qu'un petit oubli, le bouchon d'essence a été mal fermé. Donc, la détresse psychologique se présente, nous indique dans le fond qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, mais ça ne veut pas dire que toute la personne, son fonctionnement va être compromis là, pour une longue période. Dans le fond, là, ici, je vais vous présenter quelques données sur la santé mentale des étudiants. Entre autres, vous avez peut-être entendu parler de l'enquête Sous ta façade qui a été faite l'an dernier. Les résultats sont sortis cet automne. Les conclusions de cette enquête-là, c'est qu'il y a près de 60% des étudiants universitaires qui présenteraient un niveau élevé de détresse psychologique.
C'est la plus vaste enquête sur le sujet qui a été réalisée à ce jour au Québec. Par contre, c'est important d'être prudent avec les résultats de cette étude-là. Il s'agissait de questionnaires auto-rapportés pour lesquels il y a eu un taux de réponse de la part des étudiants de 16%. Si on compare les résultats de cette enquête-là qui portait vraiment sur nos étudiants universitaires à la population générale des 15 à 24 ans, donc dans les 15 à 24 ans, donc c'est pas seulement des étudiants universitaires, c'est intéressant de voir qu'il y a 36% des étudiants de la population, pas des étudiants, des gens de la population générale de 15 à 24 ans qui vivent une détresse élevée. Donc, comparativement aux 60% des étudiants universitaires dont je vous parlais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, dans le fond, la différence des résultats avec la population générale? Bien, on pense que c'est certains facteurs qui sont associés tout particulièrement à la détresse aux études universitaires. Je vais vous présenter quelques-uns de ces facteurs associés à la détresse en milieu universitaire. On peut penser aux nouveaux étudiants. Quand c'est leur première session, leur première année d'études universitaires, ils vivent une transition importante. Les étudiants qui sont d'un plus jeune âge que les autres, donc sont moins expérimentés, ont intégré moins de mécanismes d'adaptation pour la gestion du stress, par exemple. Nos étudiants des cycles supérieurs, parfois, ils vont vivre des relations conflictuelles avec la direction de la recherche. Ils vont vivre de la surcharge de travail, de l'épuisement. Il y a tout ce qui touche les traits de personnalité aussi. Un étudiant qui est plus sujet au perfectionnisme, à la procrastination, qui a des traits de personnalité particuliers qui peuvent engendrer plus d'anxiété ou de difficulté à faire face aux exigences. On peut penser à tous nos étudiants parents qui vont avoir des difficultés à concilier davantage le travail, famille, études. La gestion du temps devient souvent un enjeu pour ces étudiants-là. Ils vivent aussi plus souvent de la pression financière. On a aussi nos étudiants internationaux. Quand ils arrivent, ils vont vivre des plus grandes difficultés d'adaptation et d'intégration. On a juste à penser au choc culturel que certains peuvent vivre, les difficultés liées à la communication quand le français n'est pas leur langue maternelle, la différence des styles d'enseignement de leur pays à ce qu'ils rencontrent quand ils arrivent au Québec. Ces étudiants-là aussi de l'étranger vont plus souvent rencontrer des difficultés financières. Il y a aussi des facteurs spécifiques au programme qui peuvent entraîner davantage de détresse chez nos étudiants. Le format de l'enseignement, hein, les styles de cours qui peuvent varier d'un cours à l'autre, les attitudes des professeurs qui ne sont pas toujours les mêmes, ce qui est normal, mais pour les étudiants qui ont plusieurs cours à la fois, ça leur fait plus d'éléments à gérer. Les modalités d'examen aussi. Il y a aussi des exigences dans les milieux de travail et de stage. Donc, sur lesquels les étudiants n'ont pas le contrôle, évidemment. Puis, il y a le sentiment de compétition dans certains programmes qui est beaucoup plus élevé entre les pairs, qui va ajouter. Il y a évidemment plein d'autres facteurs. On ne peut pas tous les nommer ici là, dans notre brève présentation, mais on peut penser aux événements de la vie non liés aux études, les peines d'amour, les deuils. Il y a des étudiants qui vont vivre de l'isolement social, la précarité financière, qui ont déjà des problèmes de santé physique ou mentale qui peuvent être exacerbés par le stress des études. Donc ça, c'était une brève présentation. Il faut penser aussi qu'au-delà de tous ces facteurs-là que je viens de vous présenter, actuellement, avec le contexte de la pandémie, bien, nos étudiants font face, dans le fond, comme nous tous, là, à des difficultés qu'ils ne pouvaient pas prévoir, entre autres, se retrouver à finir la session d'hiver à distance, la session d'été uniquement à distance. On a des annonces aussi pour cet automne. Donc, il y a des éléments. Puis bon, il y a des étudiants qui peuvent être inquiets pour la maladie en tant que telle, la COVID. Donc, ça vient s'ajouter actuellement. À l'Université Laval, les motifs les plus fréquents pour consulter, ce qu'on rencontre le plus là, chez nous, au Centre d'aide aux étudiants, c'est les troubles anxieux, les états dépressifs, les difficultés relationnelles. Donc, je vais vous présenter maintenant dans le fond, un continuum qui présente la santé mentale et les troubles mentaux. Traditionnellement, on définissait la santé mentale exclusivement par l'absence de maladies mentales et de troubles mentaux. Donc, cette définition suppose qu'un individu exempt de troubles mentaux est en bonne santé mentale et qu'à l'opposé, une personne qui a un trouble mental ne jouit pas d'une bonne santé mentale.
C'est une définition qui est représentée par le modèle de continuum unique que vous retrouvez à gauche sur la diapo, dans lequel la santé mentale et les troubles mentaux constituent, dans le fond, les extrêmes de ce même continuum. Au cours des dernières décennies, il y a une nouvelle conceptualisation de la santé mentale dans sa dimension plus positive qui a été proposée. Elle suggère que la santé mentale serait plus justement définie par le bien-être. Et en ce sens, on irait au-delà de l'absence des troubles mentaux. Donc, c'est une définition qui est holistique de la santé mentale. Selon ce modèle, la santé mentale et la maladie mentale renvoient à des continuums distincts, mais qui sont corrélés. Donc, le premier continuum représente l'absence-présence de troubles mentaux, tandis que le second continuum va décrire le niveau de santé mentale. L'état de santé mentale complète est défini par l'absence de troubles mentaux et la présence d'un niveau élevé ou optimal de santé mentale, donc le cadran supérieur droit, là, comme vous voyez sur la diapo. On peut faire un parallèle avec la santé physique aussi, hein? Donc on pourrait penser à une personne qui serait diabétique, mais qui fait attention à son alimentation, qui suit son traitement s'il y a lieu. Elle va être en bonne santé physique, puis elle n'est pas nécessairement plus à risque. Son fonctionnement se maintient. C'est la même chose en santé mentale. On peut penser à une personne bipolaire, mais qui est en très bonne santé parce qu'elle suit son traitement, puis elle fait attention à elle. Donc, qu'il y ait un diagnostic ou pas, finalement, dans ce modèle des deux continuums, ça nous préoccupe plus autant. L'important, c'est d'être en mesure de réagir, puis quand on pense nous autres à nos services à l'université, mais c'est d'être en mesure de réagir pour offrir un accès aux services d'aide quand le fonctionnement de l'étudiant est altéré. Donc, quand il se trouve sous l'axe des X, donc à au niveau de la santé mentale qui est plus faible. C'est là qu'on va vouloir être en mesure d'offrir des services aux étudiants. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Marc-Claude Bédard qui va vous présenter là, un outil intéressant. Bonjour tout le monde. Donc, mon micro est ouvert. Évidemment, la formation aujourd'hui nous paraît très pertinente parce que, comme professeur, vous êtes souvent les mieux placés pour observer des indices de détresse psychologique chez les étudiants. Donc, j'imagine que si vous êtes inscrit à la formation aujourd'hui, assurément, vous avez les questionnements qu'on voit à l'écran. Donc, comment je peux contribuer à instaurer un milieu d'études plus simple, plus bienveillant pour mes étudiants? Comment je peux participer à contrer les préjugés liés à la détresse psychologique chez les étudiants? Comment soutenir un étudiant qui vit de la détresse? Et comment favoriser sa demande d'aide vers les ressources appropriées? Donc, aujourd'hui, on va s'attarder aux deux derniers points. Et pour ce faire, je vous présente ici un outil qui est tiré de la formation. Oui, merci Karine. Je ne suis pas le même, peut-être trop vite. Un outil tiré de la formation Comprendre et agir, la santé mentale des étudiants en milieu universitaire, qui est offerte par la direction des services aux étudiants et du vice-rectorat aux ressources humaines. Donc, à chaque année, on a une ou deux formations qui se donnent. Alors, c'est une méthode pour faciliter le contact, comprendre la situation et agir adéquatement. Donc, on se sert de l'acronyme AIDE pour ce faire. Alors, on va commencer par la première lettre qui est le A pour accueillir de manière proactive. Donc, si vous avez des inquiétudes pour un étudiant, bon, c'est possible que l'étudiant aille directement vers vous, mais c'est possible aussi pour vous de vous permettre d'aller vers l'étudiant, de faire les premiers pas et donc d'initier le contact. Si c'est le cas, bien évidemment, on s'assure de choisir un moment, un endroit adéquat aussi pour ce genre de conversation. Faire preuve d'ouverture, donc en manifestant notre intérêt et notre compréhension là, des préoccupations qui sont présentées ou nommées par l'étudiant. Il faut éviter, notamment quand on parle d'ouverture, des fois banaliser ce que peut vivre l'étudiant ou à l'inverse, on pourrait paniquer aussi avec ce que l'étudiant nous présente. C'est sûr qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots, donc c'est sûr que ça peut nous faire réagir, mais se souvenir que c'est important d'accueillir les étudiants avec le moins de jugement possible. Si, évidemment, un étudiant sent à l'aise de se confier à vous, bien évidemment, c'est parce qu'il vous fait confiance. Et on ne s'attardera pas plus longtemps à cette lettre-là, en fait, parce que je sais que vous êtes assurément déjà bien outillés pour ce faire. On y va avec la deuxième lettre, donc qui est identifier les éléments importants de la situation. Donc, première chose, exprimer ses inquiétudes à partir des comportements ou des changements observés.
Par exemple, ça pourrait être de dire à l'étudiant, bon, j'ai vu que tu étais absent aux 2 derniers cours, tu n'as pas participé sur le forum, tu n'as pas remis ton dernier travail, et de nommer notre inquiétude, hein, de dire, ben, écoute, ça m'inquiète un peu, puis je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie actuellement qui est peut-être plus difficile? On peut questionner évidemment le contexte actuel, donc qu'est-ce qui est difficile présentement. Donc, on se concentre sur le moment présent, ce qui permet des fois d'éviter de trop s'éparpiller. Identifier les solutions tentées par la personne pour améliorer son état général. Donc, probablement que ça fait un petit bout de temps que ça va moins bien et ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce que la personne a déjà fait jusqu'à maintenant pour aller mieux. Et ça nous permet d'avoir des leviers qui vont nous aider là, pour la suite. Poser des questions ouvertes, évidemment, là, pour aider l'étudiant à se raconter. Donc, troisième lettre, le D, pour délimiter son rôle. Alors, être à l'écoute de ce que la situation suscite en nous. Souvent, ce n'est pas sur le coup qu'on va être en mesure de percevoir hein, au moment de l'intervention si on dépasse ou non nos limites, autant du point de vue professionnel que personnel. Hein, souvent, ça va bien se passer et là, la journée continue, on continue ce qu'on avait à faire et là, c'est le soir, on arrive à la maison et là, les questions viennent. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire plus? Est-ce que j'en ai fait trop? Oh non? Est-ce que finalement, l'étudiant est en sécurité? Bon, et là, ça dort moins bien dans ce temps-là. Évidemment, bon, il n'y a pas de recette magique non plus. Chaque situation est unique, chaque relation aussi. Mais quand on s'implique pour aider un étudiant, on sait quand ça commence, mais c'est souvent difficile là, de savoir comment la suite va se dessiner. Établir les limites de son rôle. C'est important de se rappeler que vous avez un rôle d'évaluation et un rôle d'autorité. Sûrement que la majorité des interventions que vous faites, vous n'y pensez même pas parce que ça se passe bien et ça se termine bien. Par contre, il peut arriver que des interventions qu'on a faites au départ ne donnent pas les résultats escomptés ou que finalement, au lieu de s'améliorer, la situation de l'étudiant a continué à se détériorer. C'est souvent à ce moment-là qu'on risque de se sentir coincé un peu et qu'on doit faire appel à une aide extérieure. Et évidemment, pour un étudiant, ça peut être difficile de comprendre ça ou de ne pas être bien perçu, étant donné que c'est comme vous retournez de la situation, mais à quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de peut-être mettre la table tout de suite dès le départ, hein, de mettre un cadre pour toutes les interventions en mentionnant à l'étudiant, écoute, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée là, pour t'aider dans cette difficulté ou régler le problème. Alors, si tu es d'accord, ben, je pourrais voir avec toi comment on pourrait te référer là, vers la bonne ressource. Ensuite, bon, avoir des attentes réalistes. Évidemment, ça ne se passe pas toujours comme dans les films. Et faire le lien avec les ressources professionnelles pouvant prendre le relais. Peut-être quelques indices qui vous indiquent que vous avez respecté les limites de votre rôle. Bien, tout d'abord, vous avez un sentiment de satisfaction. De ne pas se sentir surchargé ou agacé, sentiment de culpabilité ou inquiet outre mesure. Et votre tâche professionnelle est accomplie. Donc, ce qui veut dire que vous avez réussi à conserver le bon chapeau. Donc, voilà pour le D. Ensuite, le E, pour encourager la demande d'aide. Donc, quand vous discutez avec l'étudiant, vous pouvez identifier dans son entourage les personnes qui peuvent lui offrir de l'aide. Une chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais c'est rare qu'une personne va être complètement isolée. Donc, on peut tout de suite rapidement vérifier qui dans ton entourage est au courant de la situation. Et si jamais il n'y avait personne et vous étiez le seul confident, bien, ça peut être bien d'encourager l'étudiant à trouver au moins une autre personne à qui se confier. Comme ça devient un peu moins lourd sur nos épaules. Se montrer rassurant quant à la possibilité d'obtenir une aide adéquate. Donc, soyez évidemment convaincus de l'importance de la référence vers la ressource d'aide. Tenter de reconnaître les craintes, les réticences aussi à consulter. On peut rapidement, hein, des fois, se buter à des commentaires du genre « Ah, mais ça ne sert à rien, j'ai déjà essayé, ils ne m'ont pas aidé. » Donc, c'est important de prendre peut-être un peu de temps pour les explorer, ces réticences-là, parce que souvent, ça nous donne des fois des perches, puis on est capable de les défaire, ces résistances-là.
Voilà pour le E. Et pour le R, donc référer vers les ressources. Alors, nommer les ressources d'aide qui sont disponibles sur le campus. Évidemment, pour les nommer, c'est important de les connaître, ces ressources d'aide-là, et c'est ce qu'on va vous présenter là, dans un instant. Formuler des propositions concrètes, donc établir un plan en accompagnant l'étudiant dans sa demande d'aide, par exemple, en lui fournissant les liens, des coordonnées, des ressources. On peut aussi prendre des ententes court terme, par exemple, en lui disant ben, regarde, je te laisse faire la démarche, mais si tu es d'accord, on peut se reparler dans 2 jours là, pour voir comment ça s'est passé. Voilà, et favoriser l'espoir. Donc, il faut se rappeler qu'on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Il faut se rappeler qu'une démarche d'aide, c'est une démarche qui est volontaire. On ne peut malheureusement pas obliger un étudiant à recevoir de l'aide, même si on peut être très convaincu que c'est ce que ça prend, c'est ce qu'il faudrait. Mais au bout du compte, c'est toujours lui qui va avoir le dernier mot. Évidemment, à moins d'avoir une situation d'urgence qui nécessiterait une prise en charge immédiate là, par les services d'urgence, mais heureusement, c'est quelque chose qui est quand même rare. Donc, je vais laisser la parole à Karine là, qui va pouvoir vous expliquer comment on peut vous aider à aider, justement. Merci Marie-Claude. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que mon micro a dû être ouvert. Parfait. Donc, moi, je vais vous présenter un volet du Centre d'aide aux étudiants que certains connaissent probablement déjà. C'est notre service conseil pour la communauté universitaire. Donc, l'équipe psychosociale du Centre d'aide aux étudiants, on est là pour vous aider. On offre un service conseil pour l'ensemble de la communauté universitaire, tant pour le personnel que pour les étudiants qui souhaiteraient obtenir des conseils pour aider un de leurs collègues de classe, donc un autre étudiant. On reçoit aussi même parfois des appels des membres de l'entourage, comme des parents qui sont inquiets pour leurs enfants qui sont à l'université. Évidemment, bon, vous voyez nos heures d'ouverture, on est ouvert 2 jours sur semaine. Donc, on n'est pas un service d'urgence, mais on travaille en collaboration au besoin avec les services d'urgence, on les connaît bien. Oups, je m'excuse, j'ai accroché quelque chose. Donc, notre service conseil vise à vous offrir un accompagnement dans la mise en place de stratégies d'intervention et à vous soutenir pour la référence vers les ressources appropriées quand il y a un étudiant qui vous préoccupe. Comme Marc-Claude vient de vous mentionner, moi je vous rappelle, c'est une démarche qui est volontaire, donc on ne peut pas obliger un étudiant à faire appel à une ressource, que ce soit le centre d'aide aux étudiants ou que ce soit n'importe quel autre type de ressource qu'on va vous présenter tout à l'heure. C'est aussi, bon, on ne fait pas de relance. Dans le fond, quand vous allez nous appeler pour nous écrire en ce moment, là, je devrais dire, pour nous faire part de vos préoccupations pour un étudiant, on va vous rappeler, on va se parler, mais on ne fera pas de relance, on va plutôt travailler en collaboration, on va travailler avec vous, dans le fond, pour vous soutenir, à soutenir l'étudiant, à aider. Comme Marie-Claude le disait tout à l'heure, parce qu'on a une clientèle qui est adulte et on souhaite encourager l'autonomie, puis parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas un service d'urgence 24/7. Donc, on va prendre le temps, par contre, de vous accompagner. Puis même quand ça nous est déjà arrivé, là, des fois, en fin de journée, là, il y a quelque chose qui se passe avec un étudiant, puis on reçoit une demande d'aide de la part d'un professeur ou d'un conseiller à la gestion des études qui nous appelle, il est 4h25, mais on va prendre le temps là, de vous accompagner. Là, on ne vous fermera pas la ligne au nez à 4h30. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, on va vous offrir du soutien et on offre aussi de la validation pour vos interventions avant et après les interventions. Donc, pas juste, des fois, vous avez l'étudiant avec vous dans votre bureau, vous pouvez nous appeler, mais des fois, c'est en vue d'annoncer une nouvelle qui est difficile à un étudiant, difficile à recevoir, par exemple, une exclusion du programme. Mais on peut réfléchir avec vous sur les meilleures manières de faire l'annonce ou le meilleur moment. Par exemple, si vous nous appelez, puis les vendredis après-midi, vous pensez faire l'annonce en fin de journée, un vendredi après-midi, mais on pourrait vous suggérer d'attendre au lundi pour faire l'annonce parce que les ressources d'aide sont plus disponibles et c'est plus facile de soutenir l'étudiant sur semaine que de fin de semaine. Lorsque vous avez des inquiétudes sur la réaction d'un étudiant, on vous invite à nous appeler. N'hésitez pas, on va vous aider à planifier le tout. Je reviens sur la confidentialité. Dans le fond, c'est super important. Nos services sont confidentiels d'un côté comme de l'autre. Donc, si vous nous appelez pour nous faire part d'inquiétude avec l'étudiant, puis que l'étudiant finit par faire une demande chez nous, on ne dira pas à l'étudiant que vous nous en avez parlé,
à moins que vous nous le demandiez ou que pour un contexte, là, on discute puis on établisse avec vous que c'est préférable, mais ça va être avec votre accord. Et la même chose, si vous nous appelez pour savoir, mais est-ce que cet étudiant-là, finalement, il a fait une demande chez vous? Nous, on est tenu à des règles de confidentialité, on fait partie d'ordre professionnel et on ne pourra pas vous transmettre cette information-là. On va plutôt vous inviter à vous informer directement auprès de l'étudiant, à savoir s'il a finalement fait sa demande. À moins, évidemment, encore là, l'étudiant, des fois, peut nous donner certaines autorisations pour transmettre des informations. Maintenant, je passe la parole à Marie-Claude. Oups. On ne t'entend pas, Marie-Claude. C'est normal, mon micro était fermé. Je recommence. Donc, je vous présente le réseau Sentinelle. Je disais que j'espère que vous le connaissez tous. En fait, on a sur le campus 200 membres du personnel qui ont reçu une formation du Centre de prévention du suicide de Québec, d'une durée d'une journée, qui est une formation qui est similaire, en fait, à la formation de premiers soins, là, du cours de premiers soins. L'objectif de cette formation-là, c'est d'assurer que les personnes puissent prendre contact avec l'étudiant et que rapidement, la présence des suicidaires soit évaluée pour que la personne, le membre du personnel, fasse le pont avec la ressource désignée. Donc, la liste des sentinelles, vous avez la liste complète sur notre site Internet là, par faculté et par service. Je vous rappelle, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à communiquer avec moi là, à l'adresse courriel réseau.sentinelle@aide.ulaval.ca. Donc, pour nous, c'est très important ce réseau-là parce que ça fait que c'est nos yeux justement sur le terrain, ça nous permet de prendre en charge les étudiants là, qui ont besoin d'aide. Voilà, Karine. Okay, donc maintenant, je vais prendre quelques minutes. Là, on achève notre présentation pour vous présenter les services du Centre d'aide aux étudiants. Vous voyez, on a mis en rouge là, dans notre présentation, tous les étudiants ont accès à nos services. On a réalisé qu'il y avait des rumeurs à l'occasion qui circulaient sur le campus, comme quoi des étudiants ou des membres de la communauté, là, du personnel, là, pensaient que les services étaient réservés à des étudiants en grande difficulté scolaire ou en échec même. Ce n'est pas le cas. Donc, tous les étudiants ont accès à nos services. C'est sûr qu'il y a une variété de services, puis en fonction de leurs besoins, on va établir à quoi, on va les référer vers les meilleurs services. Mais je peux vous donner un exemple, une étudiante là, qui aurait en haut de 4 de moyenne sur 4,33, mais qui ne dormirait plus, ne mangerait plus, peu importe la raison, là, que ce soit en raison d'une rupture amoureuse ou que parce qu'elle fait de l'anxiété de performance, elle va avoir accès à nos services très rapidement. Donc, quand le fonctionnement habituel d'un étudiant est altéré, on va prioriser son accès à nos services. Puis les rencontres là, se font très rapidement, même en urgence à l'occasion. On est toujours la bonne ressource. Des fois, les gens se questionnent, oui, mais est-ce que vous êtes la meilleure ressource? Dans notre travail, en particulier à l'équipe psychosociale, qui est la première ligne au Centre d'aide aux étudiants, dans notre rôle, dans nos mandats, on a le service de référence. Donc, on connaît beaucoup les autres ressources. On va vous en présenter là, les plus centrale, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on connaît. Donc, on prend toujours le temps. Quand un étudiant qui fait une demande d'aide, dans le fond, pour faire une demande d'aide chez nous, il faut remplir le formulaire de demande d'aide en ligne. Puis tous les étudiants qui font une demande d'aide vont recevoir un appel d'un intervenant de l'équipe psychosociale qui va prendre le temps avec lui d'évaluer ses besoins. Des fois même, il y a déjà des débuts d'intervention qui vont se faire quand la situation le requiert. Donc, c'est notre rôle d'évaluer les besoins des étudiants, de les référer soit à l'interne chez nous ou à l'occasion, à l'externe aussi. Et puis, bon, je vous rappelle qu'il y a 4 secteurs chez nous, apprentissage et réussite, psychologie, orientation et soutien aux étudiants en situation de handicap. Je vous invite à visiter notre site web. Vous allez avoir une présentation de tous ces secteurs-là
Et on a plusieurs textes, capsules vidéo, il y a des formations interactives sur des thématiques très, très variées, entre autres pour les formations interactives, là, procrastination, gestion du temps, la prise de notes, l'écoute en classe, plusieurs thématiques. Donc, ça donne déjà des bases à des étudiants qui ont des besoins. On a une section COVID-19 là aussi sur notre site Internet où on a, depuis le début de la crise, toute l'équipe de professionnels chez nous a alimenté beaucoup cette section-là. Donc, il y a de nombreux textes et capsules vidéo qui sont tout frais, qui ont été conçus là, précisément actuellement avec ce qu'on traverse là, comme situation. Puis enfin, bien, on a dans nos services, évidemment, des ateliers, groupes et consultations individuelles. Pour ce qui est des ateliers et des groupes, ils sont accessibles à tous les étudiants qui vont faire une demande chez nous. Donc, puis on en a plusieurs. Ne sont pas, par contre, affichés sur notre site Internet. Là. Ce sont vraiment des groupes qui sont réservés aux gens qui font une demande chez nous pour qu'on puisse, à l'équipe psychosociale, les orienter vers les bons ateliers, les bons groupes. Puis, évidemment, bien, il y a la consultation individuelle qui est accessible quand même à un grand nombre d'étudiants en fonction des besoins, rapidement quand c'est urgent, puis en fonction évidemment du niveau d'altération de leur fonctionnement. Maintenant, je passe la parole à Marie-Claude. Donc, voilà, alors un bref rappel des ressources d'urgence. Donc, quand on a besoin d'une assistance immédiate, ressources qui sont ouvertes 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Évidemment, les ressources régionales en prévention du suicide, le 1866 appel. Donc, peu importe où on se trouve au Québec, en composant ce numéro-là, on tombe dans le centre de prévention du suicide le plus près de chez nous. On a une liste complète aussi par région sur le site de l'Association québécoise en prévention du suicide. L'avantage aussi avec le centre de prévention du suicide, c'est que si eux estiment que la dangerosité d'un passage à l'acte est présent, ils offrent le service de relance téléphonique. Donc, ils vont regarder avec vous, mais si jamais ils voient que ça serait nécessaire, ils peuvent, avec votre autorisation, appeler les étudiants. Donc, très, très pertinent et intéressant. Il y a le Centre de crise de Québec aussi, qui est ouvert 24 heures par jour. Ils ont une ligne d'intervention, mais ils ont aussi des ressources, services d'hébergement à court terme et également une équipe mobile, donc qui peut se déplacer, une équipe d'intervenants qui peut se déplacer rapidement au besoin. La ligne 811, donc Info Sociale, dont on entend parler beaucoup ces temps-ci, donc je pense que ça va être un bel endroit aussi pour référer les gens en dehors de nos heures d'ouverture. Et évidemment, on vous rappelle que si la santé ou la sécurité d'une personne est menacée, bien, n'hésitez jamais là, à composer le 911. Donc, voilà. Alors, ça conclut notre présentation aujourd'hui. Alors, oui, puis peut-être que pour terminer, là, dans le fond, comme intervenante, on voulait aussi profiter de l'occasion pour vous inviter à prendre soin de vous dans le contexte de la pandémie. Vous faites face aussi à de nombreux défis avec le passage en accéléré cet hiver à l'enseignement à distance et ça continue cet été et pour la suite. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, tout ça sans compter là, les réalités personnelles de chacun, évidemment. Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, que ce soit au programme d'aide aux employés de l'Université Laval, en appelant le 811, en consultant au privé. Puis on vous remercie de votre attention. Puis maintenant, on est prête à répondre à quelques questions. Parfait. Merci beaucoup à Marie-Claude et à Karine pour cette riche présentation vraiment très intéressante et extrêmement pertinente dans la période qu'on vit. Karine, peut-être on peut arrêter le partage d'écran si vous êtes d'accord. Donc, je vais demander à Hélène, s'il vous plaît, de nous partager des questions qui auraient été soumises dans le chat. Et s'il y a des gens qui souhaiteraient poser une question de vive voix, c'est possible aussi. Je vous rappelle que la séance est enregistrée. Alors, si vous désirez poser une question, eh bien, sachez qu'elle sera captée. Merci à toi, Hélène. Merci, Marthe. Alors, c'était effectivement très clair, aucune ambiguïté puisqu'il n'y a pas beaucoup de questions. Pour l'instant, celles qui sont apparues, il y en a une notamment, c'est comment identifier les sentinelles. En l'occurrence, c'était pour la fabrique. Donc, où trouver le nom des sentinelles? Oui, donc la liste des sentinelles se trouve sur notre site Internet, donc avec le bouton là, dans le bas du site de l'éléphant.
où vous pouvez avoir accès aux sentinelles. Évidemment, on travaille et on a un gros travail aussi à faire de promotion et de visibilité du réseau là, pour chacune des facultés. Donc, chaque réseau est différent. Il y a des facultés où est-ce qu'il y a plus de sentinelles que d'autres. Donc, on travaille là-dessus. Mais pour l'instant, les sentinelles ont une affiche, en principe, là, à côté de leur porte qui les identifie, un peu comme la croix là, verte là, pour les personnes qui ont les cours de premiers soins. Et sur les sites Internet aussi, là, on va travailler à ce que s'assurer que tous les membres du personnel et tous les étudiants soient informés de qui est sentinelle dans leur faculté ou dans leur service dès le début de chaque année et qu'il y ait des rappels aussi, notamment dans les périodes peut-être plus critiques, là, les mi-sessions, les fins de session. Donc, on va se pencher là-dessus. On y travaille déjà, mais on va travailler là-dessus fortement dans la prochaine année. Parfait. Une autre question, il s'agit du personnel des centres affiliés qui demandent s'ils peuvent eux aussi devenir sentinelles. Ils ne sont pas employés de l'Université Laval, mais ils sont souvent aux premières lignes face à la détresse des étudiants. OK. Bien, en fait, le réseau Sentinelle, l'Université Laval, est vraiment réservé aux membres du personnel et bon, c'est le vice-rectorat aux ressources humaines là, qui défrait les coûts de cette formation-là. Par contre, la formation Sentinelle en soi, elle est accessible à tout le monde. Puis, ben, moi, j'inviterais cette personne à m'écrire personnellement parce qu'il y a même en ce moment là, des formations qui peuvent être données par le Centre de prévention du suicide, donc il n'y a rien qui empêche que les gens puissent suivre la formation et qu'ils s'affichent évidemment dans leur milieu comme sentinelle. Là. Alors, n'hésitez pas à m'écrire ça va être plus facile d'en discuter de vive voix. On pourra ajouter vos coordonnées, Marie-Claude, dans le courriel qu'on va transmettre aux personnes inscrites. Donc, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur les sentinelles. Merci. Hélène? Autre question, est-ce que vous avez des recommandations à faire pour détecter la détresse chez un étudiant quand on enseigne à distance? Ben, c'est sûr qu'il y a différents éléments, évidemment, bon, dans les communications que l'étudiant pourrait faire ou ne pas faire. Donc, si un étudiant mentionne qu'il y a des problèmes, qu'il éprouve des problèmes personnels dans ses messages ou s'il y a des moments où c'est synchrone puis qu'il y a des partages, ben, ça peut être un moment de relever ça, peut-être pas là, en groupe, mais de retenir pour revenir vers cet étudiant-là par la suite. Puis sinon, ben, quand il y a des travaux qui sont non remis, que ce soit là, les quiz, les travaux longs, les présentations orales, quand il y a des retards, ça peut être un indice aussi qu'un étudiant est en train de perdre pied. Est-ce que c'est juste par manque d'intérêt pour ses études, ce qu'on ne souhaite pas, mais qui peut arriver, ou si c'est vraiment parce qu'il y a d'autres éléments dans sa vie qui ont un impact sur sa capacité à rendre ce qu'il y a à rendre pour le cours. Et j'ajouterais peut-être que c'est justement une période, hein, avec ce qui se passe actuellement à distance, peut-être une période pour peut-être aller un peu plus de l'avant, se permettre d'aller poser des questions. Au pire, on en fera un petit peu trop, mais au moins, on risque de ne pas échapper des gens là, pour qui ça serait plus difficile en ce moment. Donc, de poser la question clairement, est-ce que ça va? Juste un peu un comment ça va, ça peut nous donner beaucoup d'informations. Oui, puis je peux préciser aussi, on vous parlait tout à l'heure, je vous parlais de notre site Internet où il y a beaucoup d'informations qui ont été ajoutées par rapport au contexte depuis le début de la pandémie. On a une section COVID là, où il y a beaucoup d'outils qui ont été ajoutés. Puis dans la section COVID-19, il y a apprentissage et réussite. On a entre autres des textes là, pour s'adapter aux cours à distance. Donc, si vous voyez, ça peut même être des liens. Je sais qu'il y a des professeurs qui indiquent ça dans leur plan de cours d'emblée quand ils savent que c'est un cours qui est à distance. Là, on va le savoir, je pense, peut-être un petit peu à l'avance, on l'espère. Vous ne vivrez probablement pas la même chose que ce que vous avez vécu en mars. Mais donc, s'adapter aux cours à distance, poursuivre un cours en ligne en cas de situation d'urgence aussi. Puis on a mis toutes les ressources pour les cours en ligne là, qui sont situés ailleurs à l'université. On a un lien sur notre site Internet par rapport à ça également. Merci. Autre question pour une direction de programme qui reçoit beaucoup de demandes pour autoriser des délais, allonger les délais avant la remise des travaux. Est-ce que c'est réellement aidant? Est-ce qu'on ne court pas un risque que la personne accumule plusieurs travaux non faits et
ça génère plus de stress encore. Mais c'est sûr que je pense que c'est pas une question qui est simple à répondre dans le sens que pour certaines personnes, c'est assurément aidant. Mais pour d'autres, ben là, mais en même temps, ben je pense qu'il y a des règles. Nous, quand on se fait poser des questions par rapport à tout ça, on réfère beaucoup au règlement sur les études. Le règlement permet des choses. Mais en même temps, ben, en tant que direction de programme, ben, si l'étudiant le fait pour un cours, s'il le fait pour ses 5 cours à la fois, ça vous donne une idée aussi. Donc, ça peut être un indice de dire, bon, ben, tu sais, tu demandes pour plusieurs cours. Oui, le règlement autorise, ça peut être accordé, mais on t'invite quand même au besoin à aller chercher de l'aide. Encore là, vous ne pourrez pas l'obliger. Là, on va t'accorder des délais supplémentaires à condition que tu ailles consulter au centre d'aide aux étudiants. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Ça reste un service volontaire, comme on le disait tout à l'heure, mais ça peut être une occasion d'en profiter pour discuter avec l'étudiant de qu'est-ce qu'il fait pour prendre soin de lui dans le contexte, puis pour arriver à se fixer ses objectifs. Merci. Est-ce que j'ai encore le temps pour une question, Marthe? Une petite dernière. Une petite dernière. Une participante ou un participant, je ne sais plus, soulève la difficulté parfois à doser le côté intrusif des questions. On sent que la personne ne va pas et à la fois on a peur de poser des questions trop personnelles. Donc voilà, qu'une bonne intention pourrait être mal perçue. Comment est-ce qu'on trouve ce juste dosage quand on est à l'étape où on questionne l'étudiant sur ce qui ne va pas? Oui, bien, je pense que ça, c'est le dosage, hein, c'est comme on disait, dans chaque relation, elle est unique aussi. Mais moi, je pense qu'on peut facilement se permettre de le nommer, ça, à l'étudiant. De dire, écoute, je veux pas, justement, mon but, ce n'est pas d'être intrusive, je veux pas en faire plus mais je m'inquiète quand même pour toi. Donc, de poser la question, est-ce que c'est correct pour toi si je te pose des questions? Est-ce que tu préfères ne pas m'en parler? Je vais respecter ça, mais du moins, juste faire comprendre à la personne que mon but, c'est pas d'être intrusive. Au contraire, c'est de m'assurer que tu vas bien, prendre soin de toi, puis m'assurer que tu as tout ce qu'il faut là, pour aller mieux. Là. Donc, questionner. Souvent, c'est le seul moyen qu'on a de poser une question pour s'assurer qu'un étudiant est bel et bien en sécurité. Hein. Oui. Parfait. Ben, pour les autres questions, j'imagine que nous y répondrons par écrit. Oui, voilà, c'est le temps qui nous est imparti pour aujourd'hui. Merci, c'est très riche. Merci de vos questions. On va laisser le chat ouvert. D'ailleurs, si vous souhaitez en poser d'autres avant qu'on termine, on pourra les prendre en compte et y répondre par écrit et vous retourner ça par courriel. Si aussi vous avez des suggestions de ce type de rendez-vous, quel sujet vous aimeriez aborder, vous pouvez aussi nous faire des propositions dans le chat. Elles seront assurément les bienvenues. Et en terminant, je voudrais remercier chaleureusement Mesdames Bédard et Lemay pour cette présentation, ce partage, pour une préoccupation que nous avons tous de la santé de nos étudiants. Je remercie aussi Hélène de Chambray de son appui au chat et aux questions et Mathieu Plourde à la technique dont le doigté est toujours apprécié. Puis en terminant, je voudrais aussi remercier Priscilla Lavoie qui travaille dans l'ombre mais qui assure les communications de ce projet et qui agit avec efficacité et c'est bien apprécié. Alors prenez soin de vous et on laisse... merci. Alors, on laisse le chat ouvert. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis, portez-vous bien, tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup.